Super Docteur, c'est le podcast des médecins généralistes. Le podcast qui vous transmet les recommandations de bonnes pratiques et les résultats des grandes études qui vont changer vos habitudes. Super Docteur, c'est la découverte de méthodes de soins innovantes et des interviews de soignants inspirants qui boosteront votre motivation. Un contenu court et pratique chaque semaine pour tous les médecins. Salut à tous et bienvenue sur Super Docteur. Dans l'épisode que je vous propose aujourd'hui, on va essayer de faire la lumière sur ce que c'est d'être une femme en chirurgie. J'ai eu beaucoup de demandes en ce sens sur mes réseaux, alors j'ai demandé au docteur Valentine Friedman de passer quelques minutes avec moi pour lui poser nos questions. Valentine, vous l'avez déjà entendu dans l'épisode sur l'hypertrophie de la prostate, et je vous invite à l'écouter si le sujet vous intéresse. Alors, en quoi est-ce différent d'être une femme en chirurgie ? Est-ce que c'est plus difficile ? Est-ce qu'on peut avoir une vie de famille, voire des enfants, quand on est chirurgienne ? Valentine va me donner son avis amical qui va, j'espère, éclairer bon nombre de mes consoeurs qui se destinent à une carrière en chirurgie. J'espère que cet épisode répondra à vos attentes, et si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ce podcast, à le partager autour de vous s'il vous a plu, et puis à me laisser un avis ou une note sympa sur vos applis, ce qui me permettra de vous proposer toujours un contenu de plus en plus qualitatif. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Valentine. Bonjour, Merci beaucoup d'avoir accepté ma deuxième invitation dans ce podcast. avec grand plaisir. Valentine, est-ce qu'il y a des différences entre les chirurgiens hommes et les chirurgiens femmes ? Alors, c'est une vaste question, je pense, qui est quasi du niveau de la philosophie, mais Hmm. j'aurais tendance à dire, à mon sens, qu'il y a quelques petites différences. Finalement, quand on regarde le résultat le plus important, c'est-à-dire le résultat chirurgical, je pense que c'est la même chose. Par contre, il y a un vrai ressenti de plein de petites choses dans la prise en charge des patients et au cours de l'intervention qui sont vraiment, vraiment différents. Pour en avoir beaucoup discuté avec des copines, je confirme qu'il y a vraiment une espèce de différence qui se fait, c'est-à-dire qu'on quand on commence l'internat, on est tous au même niveau, garçons, filles, c'est-à-dire qu'on est nuls, en gros, et on connaît rien. Et c'est un moment génial parce qu'on est là vraiment pour apprendre. On sort de la D4. Alors, je sais qu'on dit plus D4, mais c'est comme Ils ça disent qu'on quand même disait. D4. Ils emploient toujours ce terme. Ah bon, bah alors voilà, on est un super externe, on connaît tout, on a l'impression d'être au top du top, et on arrive au premier semestre de chirurgie, et là, c'est un abîme, on sait rien, on comprend rien, on est complètement dépassé par la situation, et ça, c'est pour tout le monde pareil. Hmm. Et je trouve qu'il y a un vrai gap qui se crée à peu près au milieu de l'internat, où si je peux l'expliquer comme ça, en fait, on se rend tous compte que finalement, opérer, bah, tout le monde peut le faire, c'est juste une question de pratique, de travail, de répétition. Ce sont des gestes, c'est comme de l'artisanat finalement, c'est un compagnonnage. On peut tous apprendre à opérer, il n'y a pas de bon ou de mauvais chirurgien, mais il y a vraiment cette espèce de décalage qui se fait au moment où on se rend tous compte qu'on peut opérer. Je trouve que nous, les femmes, on prend conscience de ça, et en même temps, du coup, on a une anxiété qui arrive sur nos sur cet impact que va avoir notre intervention sur les patients, et on veut essayer de donner le meilleur de nous-mêmes, de faire ce qui peut être de proposer le plus qualitatif aux patients, et on se met à douter. Hmm. Et les garçons, c'est très genré ce que je dis, donc c'est bien évidemment, personne ne rentre dans des cases, hein, mais les garçons ont plus tendance à réaliser qu'ils sont capables d'opérer et que c'est génial, et qu'en fait il faut y aller et qu'il faut se lancer et que c'est super. Et c'est là vraiment où vraiment j'ai senti cette espèce de décalage où nous on devient plus anxieuse et eux deviennent plus excités chirurgicalement, quoi. Super intéressant. J'avais vu une étude qui disait que les résultats opératoires étaient quand même mieux chez les femmes que chez les hommes en prenant en compte les opérations chirurgicales les plus communes en viscéral, en ortho, et cetera. C'était une étude qui était pas hyper robuste, mais est-ce qu'on peut dire que les femmes opèrent mieux que les hommes ? Alors, si je suis pas du tout objective, je vais dire que oui, évidemment. Si je suis absolument objective, je dirais que non. Pour moi, la chirurgie, encore une fois, c'est vraiment un travail manuel. Et comme tout ce qui est manuel, c'est des choses qui s'acquièrent en répétant. Et qu'il n'y a pas de miracle en chirurgie. Et qu'en fait, il faut avoir des gens qui nous transmettent leur savoir. Et à nous
de transmettre le nôtre. Et finalement, refaire un geste des centaines et des centaines et des centaines de fois, bah, c'est comme ça que le geste y rentre. Et que je pense que le challenge dans le fait d'être un chirurgien aujourd'hui, vu qu'on a la prise en charge du patient avant, on pose l'indication, on l'opère, il y a le post-opératoire. Pour moi, c'est l'indication opératoire. C'est-à-dire qu'une bonne indication opératoire, à partir du moment où on a les acquis et on a les outils pour réaliser l'intervention, bah, elle se passera bien s'il y a une indication. Si l'indication, elle est tirée par les cheveux, qu'elle est pas bonne, qu'il y a un doute, ça se passera pas bien. Et ça, garçon, fille, n'importe quel chirurgien, je pense, ne pourra pas me contredire là-dessus. C'est à partir du moment où il y a la bonne indication, il y a les bonnes suites post-opératoires. Très bien. Est-ce que les chefs se comportent différemment quand on est une femme, externe, interne et puis chef, par rapport à un homme? Alors, moi, alors, à l'époque où j'ai commencé la chirurgie, ça fait très très bizarre de dire ça parce que moi, dans ma tête, je suis encore très jeune, mais À ça quel âge commence la à faire une Valentine? petite dizaine d'années, 35 ans. Ouais. Donc, ça commence à faire un petit moment que j'ai commencé. Ça fait 10-11 ans, quoi. Et moi, je suis urologue. Donc, c'est vrai que c'est un biais parce qu'en urologie, c'est la spécialité où les hommes sont le plus présents, enfin, où il y a le moins de femmes, en fait, hein. Je crois qu'il y a 8% de nanas, un truc comme ça. Enfin, en tout cas, quand je suis arrivée. Et heureusement, les choses changent. Et maintenant, sur les promos, il y a plein de jeunes urologues et plein de jeunes internes et des chefs. Hein, et c'est super cool. Hein. Mais c'est vrai qu'on était des promotions où il y avait beaucoup plus de garçons. Et encore, nous, on commençait à être quelques filles. Mais avant nous, bah, il y avait quasiment que des hommes. Mmh. Donc que des chefs garçons, que des PH garçons, bien sûr des PUPH, des chefs de service. Enfin, je veux dire, voilà, maintenant les choses ont changé, mais vraiment c'était très masculin, des patients garçons. Donc il y avait les infirmières et nous, les filles, le peu de filles urologues. Et je dirais que il y a quand même, oui, une différence entre les garçons et les filles, ça c'est évident, mais qui est pas propre à la chirurgie, qui est due au fait que je pense qu'il y a une différence quand on s'adresse à un homme et à une femme dans la société, qu'il y a une différence de perception des choses, que quand on est un garçon, ben, on s'adresse pas pareil à une fille qu'à un garçon, et inversement, quand j'avais une chef femme, elle s'adressait pas à moi de la même façon. Par contre, pour les amitiés que j'ai créées avec mes chefs, donc avec les gens plus anciens que moi, ben, j'ai autant de garçons que de filles. J'ai créé des amitiés très solides avec des hommes et avec des femmes, juste parce je pense qu'on vibrait au même diapason et qu'on avait les mêmes sensibilités. Mais oui, 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 j'essaye même de réfléchir à moi, quand j'étais chef, comment je pouvais m'adresser à une interne fille ou à un interne garçon. Bah, évidemment que je m'identifiais plus à une fille. Ça, c'est problématique, à ses anxiétés, à ses questions, Mmh. et que bah, si un garçon venait à moi, mais j'aurais été ravie de lui répondre, mais les choses, c'est vrai, se faisaient peut-être un tout petit peu moins facilement. Et encore, moi, j'ai toujours eu des rapports très faciles avec enfin, que ce soit les garçons ou les filles. Enfin, j'ai jamais eu j'ai un caractère qui est fort, je sais, mais ça peut frotter aussi bien avec des garçons que des filles, quoi. Très bien. Et donc tu as pas l'impression qu'en chirurgie, c'est plus particulier d'être une femme par rapport à la médecine, à un service de médecine traditionnelle? Alors, par rapport aux médecins, Mmh. non. Attention, OK. c'est vraiment par rapport aux médecins. Par contre, pour les patients, il y a une On va y venir. énorme différence. On va y venir aux C'est-à-dire patients que plus tard. moi, ça m'est arrivé de nombreuses fois, quand j'étais même chef de clinique, c'est-à-dire que j'opérais des patients que j'avais vus en consultation, que j'avais opérés, que j'allais voir dans leur chambre après l'intervention, qui me demandent qui était le docteur Friedman. Ouais, bien sûr, Parce ouais. qu'ils étaient persuadés qu'ils avaient vu une assistante, une infirmière, une aide-soignante, mais que c'était pas moi le chirurgien. Ça, c'est arrivé tellement de fois. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les patients, s'adressent à vous soit par votre prénom, soit en disant madame. Alors que si par exemple on fait la visite avec un externe, garçon, donc un externe qui est plus jeune que moi, ils vont dire à l'externe docteur, et moi je serai Valentine ou je serai madame. Ça, c'est hyper évident, ça saute tout de suite aux yeux quand je travaille plus à l'hôpital, mais en tout cas quand j'y étais. Et la dernière chose, c'est le personnel paramédical. Il y a une énorme différence entre les hommes et les femmes. C'est vrai que les garçons, je pense, n'ont pas ce ressenti-là de devoir faire sa place. C'est-à-dire Mmh. qu'une femme, il faut faire attention parce que si on est un petit peu trop bien habillé,
maquiller, apprêter, bah, voilà, on est un peu une aguicheuse. Si jamais on est un peu trop pas habillé, négligé, fatigué, bah, on est dépressive. Donc c'est assez compliqué, de trouver sa place et de l'affirmer avec le personnel paramédical. Mmh. Et j'ai fait une expérience qui était rigolote, c'est que j'étais en consultation dans un box à l'hôpital. À côté de moi, il y avait mon co-chef, donc on était tous les 2. Et un des patients demandait, et ce jour-là, mon co-chef qui consultait avec moi n'était pas là. Et du coup, il y avait moi, je consultais, et puis il y avait la salle avec les infirmières qui étaient pas loin, je les entendais. Il y a un patient qui demandait à voir le docteur Bidule. Et comme le docteur Bidule étant mon co-chef, il n'était pas là, l'infirmière a dit, mais hyper naturellement, ah non, mais le docteur Bidule n'est pas là, mais si vous voulez, il y a Valentine aujourd'hui. Donc, c'est tout à fait gentil, c'est absolument naïf et innocent, mais elle prouve bien qu'il y a une énorme différence entre mon co-chef, garçon, et moi, chef de clinique, fille. Ah, c'est violent, ouais. Donc en fait, pour résumer, vis-à-vis de tes confrères, tu pas senti de vraie différence. Vis-à-vis de tes patients, il y en a une qui est quand même, ultra importante et ce qui est assez inattendu, c'est que vis-à-vis du personnel paramédical qui t'entoure, là, quand même, c'est assez significatif, quoi. Ouais, je trouve quand même que au niveau paramédical, il faut montrer sa place, en fait. Il faut Mmh. montrer qu'on est chirurgien, qu'on sait de quoi on parle, qu'on sait ce qu'on fait, qu'on est serein, qu'on est ni complètement maniaco-dépressive, ni complètement excité, que voilà, on est à sa place, quoi. Et à partir de là, tout se passe bien. Mais Mais avant, il il peut faut y le avoir des prouver, quoi. petits, voilà, et c'est ça vraiment que le message à passer, c'est comme si nous, il fallait prouver quelque chose. Ouais, OK. Alors des fois, c'est un peu fatigant. Alors que quand tu es un garçon, bah, tu es fatigué, tu as une garde, tu es beau Bah, gosse, c'est dur. Il faut aller se reposer, c'est difficile. Moi, c'est vrai que j'ai fait un internat à une époque où il y avait pas de repos de garde, hein, c'était des choses qui n'existaient pas, donc on était toujours fatigués, on était Mmh, 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 mmh. toujours un peu, fleur de peau, et heu et c'est vrai que parfois, il peut y avoir des moments de sortie, de rail parce qu'en fait, et de montrer, d'affirmer sa place avec les patients et avec le paramède, c'est usant au bout d'un moment. Bien évidemment, on peut avoir des petites réflexions, des vieux chirurgiens, qui traînent dans le bloc opératoire, mais moi, je les ai toujours prises à la dérision et je n'ai jamais eu de problème. Très bien. Quand on entame une carrière en chirurgie, est-ce qu'on peut avoir une vie de famille? Est-ce qu'on peut se marier? Est-ce qu'on peut avoir des enfants? Et si oui, quand? Est-ce que c'est possible? Alors, moi, personnellement, je suis mariée, mais je n'ai pas d'enfant. Mais j'ai absolument plein de collègues et plein d'amis qui sont urologues, ou d'autres spécialités chirurgicales. Mais là, vraiment, je me concentre plus sur mes collègues urologues qui ont passé l'internat la même année que moi, enfin, qui ont fait le même cursus que moi, qui ont un, 2, voire 3 enfants. Donc, il faut savoir, comme toutes bah, les spécialités chirurgicales, c'est sûr, oui, c'est très fatigant. Enfin, être en couple quand on a un travail prenant, que ça soit de la chirurgie, que ce soit de la médecine ou que ce soit autre chose, hein, bah, je pense que c'est toujours compliqué. C'est toujours des concessions et il peut y avoir des moments des hauts et des bas. Pour ma part, j'ai réussi. J'ai rencontré bah, mon mari aujourd'hui, on s'est rencontrés en deuxième année de médecine. On s'est jamais séparés et voilà. Et ça s'est toujours très bien passé. Le biais, c'est qu'il est chirurgien. Donc, Mmh. on peut dire qu'on se comprenait. Clairement, il y a eu des moments où on se croisait. C'est-à-dire que quand Mmh. moi, je rentrais, il repartait. Et quand il repartait, je rentrais. Et il y a eu des mois et des mois et des mois où on se croisait. Et ça, je pense que ça soit, enfin, en fait, tous les métiers très, très, très prenants, c'est peut-être un petit peu plus délicat d'avoir une relation, enfin, une vie de couple bah, stable. Le soir, bah, on est de garde ou on est d'astreinte, on n'est pas toujours disponible. Même des fois, on peut être disponible physiquement, mais psychiquement être un peu pris par d'autres choses. Et donc, voilà, avoir une disponibilité limitée. Pour ce qui est des enfants, bah, je vois toutes mes amies, c'est jamais le bon moment et il faut se lancer dans le vide, sans filet. Et en fait, bah, c'est comme toutes les internes finalement, il y a le congé maternité. Après, il y a eu, moi, beaucoup de mes amis, j'ai fait mon internat et mon clinica à Paris, ont eu des places dans les crèches des hôpitaux, qui sont des super crèches parce qu'elles ouvrent tôt et qu'elles ferment tard. Donc Mmh. voilà. Même si les médecins ne sont pas prioritaires, ce sont plutôt
c'est plutôt le personnel paramédical avant les médecins, mais elles ont toutes réussi à avoir des places en crèche de l'hôpital, ce qui permet d'engendrer un budget un peu moins important que les crèches privées ou qu'une nourrice à domicile. Et moi, j'ai réussi à me marier, mais je l'ai fait sur mon année de Master 2. C'est-à-dire que c'est une année où je me suis arrêtée pour faire de la recherche. Et on en a profité pour pouvoir organiser le mariage. Mais c'est vrai que forcément, un mariage, non, mais un enfant, bah, ça veut dire un décalage de semestre comme en fait, tout le monde, quoi, enfin, toutes les spécialités. Par contre, je pense que la reprise doit être assez sportive. Si Ouais. on reprend avec un congé maternité normal, c'est un peu tôt. Et c'est vrai qu'elles étaient en général assez épuisées. Et nous, en particulier, comme certaines spécialités chirurgicales, on a une spécialité, on prend beaucoup de rayons parce qu'on fait de la scopie Scopie. au bloc opératoire, comme les orthopédistes d'ailleurs. Et du coup, c'est très tôt dans la grossesse, il y a certaines interventions qu'elles ne peuvent pas faire ou Hmm. qu'elles. Voilà. Ça, on va dire que c'est la spécificité peut-être de la chirurgie, et qu'après, il y a le rythme des gardes, mais on s'est toujours adapté pour permettre aux collègues enceintes de ne pas s'épuiser. Et on ne va pas se cacher, elles ont toutes été arrêtées très très rapidement dans leur grossesse. Et elles ont eu leurs enfants à quel stade de leur carrière? Bah, c'est assez marrant parce que c'est vraiment, ça arrive sur, je dirais, alors nous, c'est 10 semestres d'internat. Ouais. Ça arrive toujours, c'est vraiment arrivé en vague à partir du 6e, 7e semestre d'internat, Ok. parce que ça incite à se décaler. Et donc, du coup, ça veut dire on décide voilà, on prend un semestre de disponibilité au moment où on apprend qu'on est enceinte, quoi. Ok. Et alors, quand tu as un enfant, quand tu as arrêté pour même une autre raison, pour une dispo, pour que sais-je, tu t'arrêtes de bosser pendant quelques mois, quand tu es chirurgienne. Quand tu reprends, est-ce que techniquement c'est toujours pareil? Est-ce que c'est facile de raccrocher le train en route? Bah, justement, c'est là où je trouve que la différence homme-femme se fait énormément ressentir parce que nous, attention, hein, il n'y a pas de généralité dans ce que je dis. Voilà, c'est pas toutes les femmes, évidemment. Voilà, une grande majorité de ce que moi j'ai pu ressentir ou de ce que personnellement je peux ressentir. Mais je fais pas de généralité. Je trouve que c'est dans ces moments-là où il y a une grosse perte de confiance et Ah, où tout est remis en question pas tellement, enfin l'internat, c'est des petits moments difficiles, mais finalement quand on est interne, on n'a aucune responsabilité, on est là pour apprendre. Il y a toujours le slip, le filet, les bretelles et la ceinture. Il n'y a pas grand risque. Mais pour mes amis notamment qui ont eu des enfants pendant une installation libérale, la reprise, il y a tout qui est remis en question mais ça c'est assez, je trouve vraiment assez féminin sur que ce soit une grossesse, un arrêt maladie, même une période de vacances un peu longue ou moi personnellement, hein, après une année sans chirurgie en master 2 où on se dit mais est-ce que je vais y arriver, est-ce que j'ai pas tout oublié, est-ce que avant de fermer, est-ce que l'hémostase elle est bien faite, attends je vais double checker, et c'est une espèce de petits poids sur les épaules, que je, qui, je pense, est un tout petit peu plus féminine. Je dis pas qu'il n'y a pas de garçons qui l'ont, je dis pas qu'il n'y a pas de filles qui le ressentent pas, mais voilà, c'est comme ça que j'interpréterai les choses. très intéressant. OK, il y a toujours un petit point en plus dans Oui. le cartable à porter quand on est une femme Et plutôt qu'un homme en chirurgie. voilà, c'est exactement ça. Est-ce que dans ta carrière, tu as rencontré des stéréotypes, des préjugés dans ta pratique pro parce que tu étais une femme? Oui, 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 ça, oui, bien sûr. Enfin, surtout, attention, je suis urologue, donc bien Mmh. évidemment, c'est la grande question, mais c'est pourquoi vous avez fait de l'urologie? Donc ça, c'est voilà, évidemment, enfin oui, oui, énorme stéréotype. Donc Vis-à-vis de moi, qui? j'avais Des patients, de l'entourage, des amis, des l'entourage, non, les patients, non. J'ai eu, ça commence à faire un petit moment que je traîne dans le milieu de l'urologie. J'ai dû avoir 2 patients dans toute ma carrière qui ont pas voulu que je les examine, heu d'accord, et mais que j'ai vu en consulte, et un patient qui, m'a dit: «Ah non, mais moi je veux un homme, qui est parti». Donc c'est d'accord. vraiment, négligeable. Heu, OK. Voire même, j'ai beaucoup de patients qui me disent qu'ils sont super contents que ça soit une femme,
notamment pour parler de tout ce qui est dysfonction érectile, parce Mmh. que il y a aucun jugement vu que on est totalement, on est un peu plus entourante, on est un peu plus, voilà, et qu'ils ont l'impression que quand ils vont voir un homme, bah il y a forcément un jeu de qui c'est qui est la plus grosse qui se met en Mmh. place et que du coup ils se sentent vachement jugés. Donc OK. on m'a aussi beaucoup dit que bien sûr ça marcherait jamais de m'intéresser à l'andrologie, à la dysfonction érectile parce que aucun patient ne viendrait jamais me voir. Donc ça voilà, c'est des espèces de stéréotypes comme ça qui sont absolument faux. Sur le fait que bah, forcément, quand on est une femme urologue, on est hyper aguicheuse, enfin tout ça, quoi. Mais j'ai jamais vraiment prêté attention parce que je trouve ça D'accord. plus triste que autre chose, quoi. Et on en a parlé un petit peu en off, tout à l'heure. Est-ce que la représentation des femmes en chirurgie a évolué, depuis que tu as commencé à bosser? Oui, 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 je trouve qu'il y a eu énormément. En fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de femmes qui sont là. Alors, quand je suis arrivée, c'était toutes les femmes étaient soit infirmières, aides-soignantes, les dames qui font le ménage dans les chambres, et tous les hommes, c'était les médecins. Petit à petit, ça a changé sur les 10 dernières années et on se retrouve parfois avec des semestres où on a plus de filles en uro que de garçons. Donc oui, il y a vraiment, là, il y a un paradigme qui est en train de complètement changer et Mmh. je trouve ça d'ailleurs génial parce que ça permet de c'est super important en fait. Par contre, je dirais attention parce que il faut que ça reste équilibré. C'est toujours pareil en fait, dans n'importe quelle équipe, que ce soit en médecine ou dans n'importe quel métier. Quand on travaille en équipe, je pense que c'est très important d'avoir un équilibre Mmh. entre les forts caractères, les gens un peu plus sensibles, les hommes, les femmes. Tout ça, c'est important pour que les choses marchent. Donc s'il y a que des hommes, c'est un petit peu le sketch. Je ne sais pas si vous connaissez ce sketch des nuls sur les infirmiers. Enfin bref, il y a un sketch là-dessus où il Un y a que truc, des chirurgiens OK, hommes. j'imagine un truc assez sexiste, assez Voilà. lourd, graveleux Et et inversement, s'il y a que des femmes, je pense que ça peut pas marcher non plus. Donc bref, j'aurais tendance à dire qu'il faut un équilibre, quoi. OK. Et donc tu me disais qu'en début de ta carrière, bon, je rappelle que tu as quand même que 35 ans, hein, Ouais, ouais, je suis pas trop. Ouais. donc tu me disais que l'ambiance était quand même assez, carabine, volontiers graveleuse en chirurgie, que c'était un truc qui était, assez communément admis, qui a forcément eu, beaucoup d'abus, peut-être de la part de chefs qui avaient un ascendant psychologique sur des jeunes femmes qui étaient, en position d'apprenantes face à des PUPH et cetera. Et tu me disais que cette ambiance, hem, qu'on décrit classiquement et particulièrement en chirurgie, particulièrement dans ta spécialité qui était quand même assez masculine, et ben, ça a changé par le contexte actuel, par le mouvement MeToo, par exemple, par la représentation des femmes et au fait qu'on a dénoncé massivement, ces temps-ci, des comportements, d'abus, d'hommes Effectivement. vis-à-vis de femmes. Effectivement, oui, là, il y a vraiment eu un avant-après. OK. Quand je réfléchis même avant d'être interne, c'est vrai que j'ai toujours beaucoup aimé la chirurgie, donc même externe, j'ai fait enfin, j'ai fait quasiment que des stages de chirurgie. Et le bloc opératoire, enfin, c'était vraiment le lieu de, enfin oui, c'était très carabin. Il n'y avait pas d'interdit, il n'y avait pas de non-dit, il n'y avait pas de vraiment, enfin voilà. Et c'est ce qui, moi, encore une fois, ça n'engage absolument que moi, m'a énormément plu et m'a OK. absolument attirée vers la chirurgie parce que j'ai trouvé que justement, il y avait à la fois cette ambiance tendue, hein, parce que enfin, maintenant je le sais, mais opérer un patient, même l'acte le plus anodin du monde, c'est pas si anodin que ça. Mmh Euh, mh. donc il y a quand même une tension et cette espèce de paradoxe avec cette ambiance un peu folle, un peu débridée, où on pouvait tout se dire, où les blagues les plus énormes passaient. Ça a totalement disparu. OK. Petit à petit, tout s'est énormément polissé. Tout est devenu très aseptisé. Et pour ma part, moi, ça me manque parce que je trouvais que je me suis jamais sentie agressée, je me suis jamais sentie menacée. Tout ce qui m'est arrivé, j'étais volontaire.
Et je pense que j'avais les armes, ou j'ai les armes en tout cas, que peut-être que d'autres n'ont pas, hein, mais si ça allait trop loin pour dire stop en fait, tout simplement, et que ça me faisait plus rire. Et ça, de par ce risque-là, ce mouvement MeToo, tout ça, bah en fait, ça en devient un peu ennuyant, où on peut plus rien dire, plus rien se permettre, plus exprimer sa volonté, plus parce que peut-être on va vexer, peut-être on va blesser, peut-être on va. Mais en fait, au final, on pense pas. Je pense on pense peut-être plus trop au fait que bah, cette ambiance un peu carabine, bah, tout simplement. Enfin, je pense que tu as connu les salles de garde, enfin tout ça, Mhm. bah, ça faisait aussi partie du package de quand on fait médecine et quand on fait de la chirurgie. On passe des heures au boulot, on est plus au boulot qu'à la maison, donc c'est normal qu'il y ait des moments où on ait besoin un peu d'ouvrir les vannes entre collègues, et bien évidemment dans le respect de chacun. Tout Mais à fait. j'ai eu aucune. Enfin, à partir du moment où ça me faisait pas rire, enfin, j'avais peut-être les armes, ou inconsciemment, enfin, bon, bah, pour dire stop, quoi, et pour partir. Et peut-être aussi le fait que bah, j'étais en couple dès que j'ai commencé mon internat, j'avais peut-être plus de limites, je sais pas. Mais toujours est-il que cette ambiance de bloc opératoire a fait aussi partie des charmes pour moi du métier. Super. Et puis, je vois que tu as passé des études qui t'ont pas traumatisé et c'est une ambiance qui t'a plu, ça fait plaisir à entendre. Oui, non, Hem, j'ai jamais été trop. Non, non, ça, c'est vraiment, j'insiste là-dessus. J'ai jamais été traumatisée. J'ai rencontré des chirurgiens hyper lourds, mais comme je pense tout le monde en fait. mmh, J'ai rencontré des gens extra, des gens que je trouve absolument débiles, des gens nocifs, toxiques. Mais je pense que voilà, juste, bah, j'ai pris mes distances, et heureusement, les semestres, c'est que 6 mois. Et donc, pour les gens qui sont potentiellement dans des semestres difficiles qui écouteraient, bah, ça passe. Et la vie, elle est longue, et il faut rien prendre, je pense, personnellement, parce que moi, on m'a dit des choses hyper toxiques. On m'a dit d'arrêter la chirurgie, on m'a dit que je m'étais trompée dans mes choix de carrière, que j'étais folle, que j'étais hystérique, tout ce genre de choses qui sont, ça, pour le coup, assez propres quand même à ce que des femmes peuvent entendre. mmh. J'ai toujours fermé les écoutilles. Aujourd'hui, je travaille, très heureuse dans ce que je fais, et je pense que je me suis pas trompée dans mon choix de carrière, et que j'essaye tant bien que mal juste de faire mon métier, de le faire bien, quoi. Super, ça fait vraiment plaisir à entendre, quoi. Et c'est vrai que un des trucs chouettes dans notre métier, c'est que quand on est interne, au bout de 6 mois, on change et ça, Ça, faut c'est le quand dire, même un parce game que des fois, changer c'est long. énorme, quoi. Ouais. Des fois, c'est long, on se sent seul, hein. Ouais, c'est clair, moi j'ai connu ça, hein, j'ai connu un semestre absolument épouvantable, mais finalement le fait de savoir que ça avait une finitude, quoi, ça allait pas Exact, durer ça vraiment, je pense éternellement. qu'il faut le répéter, ça ne dure Ouais, que 6 mois. ouais. Faut fermer les écoutilles, c'est difficile, mais finalement, c'est aussi ça qui fait partie de notre formation professionnelle, parce qu'il faut qu'on soit capable de travailler dans toutes les conditions, notamment Mmh. quand on fait de la chirurgie. Bah, des fois, on n'a pas forcément les outils qu'on veut, on n'a pas forcément l'anesthésiste qu'on veut, on n'a pas forcément l'aide qu'on veut, l'ambiance au bloc, elle est pas forcément très bonne. Bah, il faut continuer, quoi. Donc Mmh. il faut apprendre à s'endurcir, et l'internat, c'est vraiment, mais tellement, tellement bien pour ça. Heu, c'est des années, mais extraordinaires, dont il faut profiter, je pense, jour après jour, et prendre l'essence même de ce qu'il y a à prendre. C'est-à-dire, c'est comme, les chefs de clinique, c'est comme des citrons, quoi, hein. Faut les presser et prendre tout ce qu'il y a à prendre. Puis quand ils sont tous secs, on change de semestre. Du coup, est-ce que tu as eu des défis spécifiques auxquels tu as été confrontée parce que tu étais une femme dans ta spécialité? Et est-ce que, tu les as surmontés avec des stratégies particulières? Est-ce que tu as eu des moments dans ta carrière où tu t'es dit: «Ça, c'est un problème parce que je suis une femme» et donc, est-ce que tu veux nous Heu, raconter comment tu t'en ça, es, c'est un problème. Alors, je dirais que c'est plus sur le côté médical que sur le c'est-à-dire? côté chirurgical. Ouais, C'est-à-dire, bah, la gestion des conflits avec les patients en consultation, OK. l'attitude des patients envers moi. Bah, je fais 1,60 m, je fais 55 kilos, je fais pas peur, quoi. Donc quand je m'énerve, ça les fait plus rigoler qu'autre chose. Mais à partir du moment où ils ont compris que c'est moi qui allais les ouvrir, quoi, là, en général, ça rentre dans l'ordre et ça se passe très bien. Mais voilà, je pense que les conflits que j'ai eu à gérer parce que j'étais une femme, ou à cause du fait que je sois une femme, enfin, j'ai pas trop le.
le prisme là-dessus, bah, je pense que tout médecin de n'importe quelle spécialité peut me comprendre, enfin, ou en tout cas être confronté à ces problématiques-là de gestion du conflit ou d'un avis différent avec un patient un peu pushy en consultation, plus que à partir du moment où je pose une indication opératoire. En général, ça, ah non, j'ai pas eu d'autres, voilà, en tout OK. cas, ou au bloc, enfin, bien C'est vrai que évidemment, c'est non. intéressant la relation que tu parles, dont tu parles avec tes patients ou quand ils sachent que quand même, c'est toi qui vas les ouvrir avec un bistouri, ça doit calmer quelques Ça calme ardeurs, les quoi. ardeurs. Ouais, Ouais ça calme un peu les ardeurs, et notamment des conflits de consulte. Valentine, on va arriver à la fin de cet épisode. Est-ce que tu aurais des conseils que tu pourrais recommander aux jeunes femmes qui aspirent à une carrière en chirurgie? Bah, 1000, oui. Enfin, déjà, j'aurais fait de la chirurgie. Ouais. C'est la plus belle des spécialités. Faites de l'urologie, c'est encore mieux. Non, mais sans blague, c'est extraordinaire, quoi. C'est un métier qui est. Moi, j'adore ce côté bah, d'artisanat, en fait, ce métier manuel où on va bricoler, où on va faire des montages, où on va. C'est magique. Euh, Allez-y, quoi, foncez. Enfin, en tout cas, si la chirurgie vous intéresse, c'est pas facile. C'est vraiment difficile, même. Il y a des journées où on en a marre et on a envie d'arrêter. Bah, c'est ces journées-là où il faut voir la lumière au bout du tunnel. C'est que de tous les gens que je connais autour de moi qui ont fait de la chirurgie, tout le monde arrive à trouver finalement, en fin de compte, quoi, son équilibre. On n'a pas tous les mêmes attentes, on n'a pas tous les mêmes recherches. Il y a des gens qui veulent faire que du bloc, il y a des gens qui veulent faire que de la consulte, qui veulent plus opérer, qui sont dégoûtés. Il y a de l'équilibre à trouver dans tout ça. Mais c'est génial, quoi. C'est tellement enrichissant, c'est tellement satisfaisant de régler un problème avec ses mains. Moi, je trouve que c'est un don du ciel. Mais que c'est pas un don d'ailleurs, je retire ce mot parce qu'en fait c'est du boulot et Mmh. c'est des choses qui s'acquièrent, il y a des choses qu'on répète, qu'on refait, qu'on recommence, on échoue beaucoup, on se sent nul beaucoup. Notamment voilà, les filles, je pense. On remet tout en question plein de fois, mais ça vient toujours et tout le monde est capable d'être chirurgien. C'est justement, c'est pas un don. Je pense voilà, il faut pas lâcher. Et il faut profiter de toutes ces minutes et ces secondes d'internat, de clinica, de moments de travailler en équipe à l'hôpital où on peut bah, staffer les dossiers, réfléchir ensemble pour prendre toutes ces infos, les petits tips pour que le jour où potentiellement on se retrouve tout seul, les choses se passent pas trop difficilement, même si tous les jours c'est pas rose. Moi, j'ai personnellement aucun regret et je ferais pas d'autres métiers. Si c'était à refaire, je ferais la même chose. Peut-être que je répondrais un peu plus à certaines remarques désobligeantes, mais finalement, c'est tout. Et j'aurais tendance aussi à dire d'être attentif au fait que c'est bien de respecter tout le monde, les hommes, les femmes, mais qu'au final, on n'est ni un homme ni une femme. Hein, devant les patients, on est un chirurgien ou une chirurgienne, pour ceux qui veulent se faire appeler comme ça, mais qu'il faut arrêter, quoi. Enfin, il faut faire attention de ne pas basculer dans l'autre excès, où c'est de l'ultra-féminisme, et où on peut même plus parler d'un homme ou d'une femme, il faut parler en écriture inclusive, tout est genre, enfin, il faut dégenrer tout. Voilà, un tout petit peu de balance, de mesure, ne fait pas de mal. Voilà. Je te J'espère remercie que beaucoup c'est parce clair que et pas trop embrouillé. ah non, non, j'ai trouvé ça vraiment magnifique. On est dans une époque où beaucoup de médecins déconseillent de pratiquer la médecine parce que, il y a plein de problématiques, de courses à bosser vite, sur les financements, sur l'hôpital public qui se casse la figure et cetera. Il y a de plus en plus de médecins qui déconseillent de pratiquer la médecine, même à leurs propres enfants et à leurs amis. Et un de mes objectifs, c'est justement de redonner un peu de vent dans les voiles à nos métiers et je suis super content, Bravo. Bah que oui, tu bravo aies parce qu'il pu, faut et je suis assez d'accord avec toi. Il y a beaucoup de gens un peu désespérés. Je ouais. pense que les gens vont mal, mais dans l'absolu. C'est pas que en médecine, c'est partout. Et du coup, bah, ça retentit sur tout le monde, les médecins, les patients. Il y a vachement de violence, vachement de revendications,
vachement de... Mais après toute l'abnégation que nécessitent nos études, il n'y a rien de plus satisfaisant que de faire son travail et de le faire bien et de pouvoir se regarder dans la glace et de se dire qu'on l'a bien fait. Mais oui, c'est sûr que c'est pas le travail comme n'importe quoi en fait, c'est pas tout rose. Il y a des moments où on en a marre, où clairement l'hôpital public se casse la gueule et que ça fait vraiment mal au cœur parce que c'est comme toi d'ailleurs un peu notre mère à tous et on vient tous de là et on peut tous remercier l'hôpital public parce que c'est grâce à lui qu'on sait faire ce qu'on fait aujourd'hui tous les jours. Moi-même, hein, je suis partie de l'hôpital public, j'en pouvais plus. Mmh. C'était une question plus de ma santé à moi Mmh. qui était en jeu. Mais ça me fait mal tous les jours quand je vois l'état des choses et la déliquescence des choses. Donc bravo d'essayer à ton niveau de donner envie de faire ce métier parce que c'est un chouette métier quand même par rapport à tout ce qu'on peut voir et on est amené à en voir quand même des gens et des Mais patients, ouais, des métiers. c'est ça reste quand même des métiers où intrinsèquement, il y a un sens qui est hyper fort à l'exercer et c'est une source de bonheur qui est quand même extrême. Il faut quand même garder ça en tête. Ah oui, 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 c'est Hem, illimité, hein. Avant qu'on se quitte, est-ce que tu aurais, une anecdote de bloc à nous raconter? Une anecdote de bloc à vous raconter? J'allais t'envoyer Heu, cette question, ah j'avais bah, vu. une anecdote de bloc, bah voilà, je peux vous raconter une anecdote qui est arrivée pas plus tard que la semaine dernière où il faut savoir gérer, heu, notamment je pense quand on est une femme, ça rejoint un peu le et savoir se gérer, gérer les autres, gérer l'aide, l'anesthésiste, le penseur, même si à l'intérieur on a envie d'hurler, de se déshabiller, de prendre le vélo et de rentrer à la maison, on peut pas. Donc c'était la semaine dernière et j'avais une intervention toute bête hein, à faire en urgence et c'était drainer un rein, donc mettre une sonde double J sur une pyélonéphrite obstructive. Donc c'est quand même la base de l'urologie. Hein. Mmh. Et ça, c'est une anecdote qui peut arriver à la clinique, à l'hôpital, partout. Et donc, je commence mon intervention sûre de moi. On est à la clinique, il y a le matériel. Je demande la sonde et on me donne la sonde. Et au moment où l'aide la rattrape, il la fait tomber par terre. Bon, c'est des choses qui arrivent. Déjà, il ne faut pas s'énerver. Ça arrive, c'est pas grave, nous allons reprendre une sonde. Et là, le penseur me dit ah ben, il n'y en a pas, docteur, je vais à l'Arsenal voir. Donc, on est habillé, le patient dort, on est en stérile, on attend 5 minutes, 10 minutes. Puis le penseur revient avec la cadre de bloc qui me dit qu'elle est désolée, mais qu'il n'y en a plus dans le bloc opératoire. Donc, à ce moment-là, on réalise vraiment ce moment de solitude absolue qu'il n'y a que nous et que personne ne nous aidera et Mmh. qu'il va falloir se débrouiller. Il va falloir manager. Il va falloir mettre une sonde qui n'est pas à la base censée être la sonde qu'il faut mettre, mais qu'on changera quand on recevra le bon matériel, tout en restant avenante, souriante, available, alors que vraiment, on a envie de creuser et de s'enfoncer dans le sol. Donc je l'ai fait, j'ai mis une sonde qui n'était pas la bonne sonde, ça c'est, le patient a eu super mal, j'ai dû lui changer la sonde, j'ai rien, voilà, bon, bref, voilà, une anecdote parmi des milliers, mais c'est juste pour expliquer qu'il n'y a pas que la relation entre le patient et soi, son propre stress de bien faire les choses, mais il y a des milliers d'autres facteurs qui rentrent en jeu et il faut rester toujours fraîche et dispo parce que sinon, ça retombe sur nous en fait. Et que le fait d'être nerveux, aigri, agressif ne fait que monter la mayonnaise. Donc, on peut gueuler après, pas trop fort, en restant correct, mais sur le coup, on se tait quoi. Voilà. Je pense à l'EDOP qui a dû se transformer en petite souris pour partir, par un petit trou du bloc opératoire à ce moment-là. Merci infiniment Valentine, c'était trop Avec cool. grand plaisir. Salut, à bientôt. À bientôt. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, pense à t'abonner pour ne rater aucun épisode. Si tu veux me laisser une note de 5 étoiles sur ton application, ça m'aiderait aussi beaucoup. Tu peux également rejoindre la newsletter afin de recevoir une fois par mois un mail dans lequel je te transmets plein de contenu pour la médecine générale. Enfin, tu peux participer financièrement sur la cagnotte Tipeee. Toutes les ressources sont dans les notes de cet épisode. À bientôt!